Et c'est parti pour le prochain UFC numéroté. Prochain UFC numéroté, le 313, qui aura lieu au classique à T-Mobile Arena, dans la nuit du 9 mars au 10 mars, du coup, avec une carte très solide. Il y a des choses Alors, il y a des choses qui ne vont pas avoir lieu. Le Geji Hooker, bien évidemment, là, je viens de le voir, n'a pas lieu, donc ce sera autre chose à la place, ce sera Fiziev pour la revanche. Bien évidemment, le main event, depuis le temps qu'on attendait qu'Ankalaev il ait son title shot contre Pereira, voilà, ça va avoir lieu, on va voir ce que ça va donner. J'aurais préféré que Joshua Van affronte Bruno Silva, bon finalement, il affronterait Tsuruya, mais le match-up contre Bruno Silva était intéressant selon moi. Très intéressé par le Lemos Lucindo, on le sait, dans cette catégorie-là, c'est un des 3 combats phares de la catégorie. On attend bien sûr le Jandiroba contre Yan Xiaonan. On a eu déjà donc Zhang Weili contre Tiana Suarez, et là ça va être Lemos contre Lucindo, très attendu. Bien évidemment très attendu, j'en avais déjà parlé, c'est le premier combat de Meron Santos. Et voilà, et puis ensuite le Petrosian qui revient contre un Bruno Ferreira. Bruno Ferreira, jamais de victoire à décision, ça peut être intéressant. Le Matsumoto Gutierrez du coup qui a été annulé, qui a été changé. Combat que j'avais envie de voir. Bon, Matsumoto a affronté Fonte du coup à la place. Mais je sais pas, le match-up contre Gutierrez aurait pu être très intéressant, on va voir comment ça va se passer pour la suite pour Gutierrez. Jordan Santos qui rentre, bon là ce sera contre Ozzy Diaz, intéressant. Et les combattants, bien sûr, voilà, les combattants qu'on a à l'œil, que tout le monde a à l'œil, ça va être le Mauricio Ruffi qui va affronter le King Green, Bahamondes qui va affronter Turner, et ce Blades contre Kuniev, que je ne comprends pas forcément sur le papier, on va en parler. De toute façon, je vais juste remettre là sur cette preview l'analyse que j'avais faite avant, parce que rien n'a changé depuis. Voilà, c'est Carlito Johnson pour le radar de l'UFC. Vous êtes tous les bienvenus. On va commencer, alors bien évidemment, encore une fois, je le rappelle, mais c'est vrai que moi, quand je fais l'analyse, j'ai l'ordre des combats au moment où je fais l'analyse et que je vais la publier, mais ça change toujours. Je pense qu'il va y avoir des changements. On connaît l'UFC. À la fin du podcast, il y aura encore, je fais toujours le résumé donc des pronostics pour des prédictions pour toute la carte et pour les cartes précédentes et peut-être les cartes futures. Il y a les challenges aussi, voir où j'en suis. Ça va être intéressant d'en parler d'ailleurs. Donc je vais commencer cette analyse avec le premier combat. Assez compliqué le prochain combat à analyser, surtout sur l'analyse technique, on va y venir. Voilà, c'est un combat qui va se passer normalement en middleweight. Jordan Santos contre Ozzy Diaz. Normalement, je dis en middleweight parce que les deux ont déjà combattu en light heavyweight. Mais le combat est annoncé par l'UFC en middleweight, alors je ne sais pas trop. En tout cas, Jordan Santos est rentré à l'UFC au Contender Series en combattant middleweight. Alors, Jordan Santos, ça va être son premier combat à l'UFC et Diaz, ça va être son deuxième combat. Diaz, il est rentré à l'UFC, c'est un peu particulier. Il avait perdu au Contender Series en 2022 contre Pfeiffer, qu'il avait mis KO au deuxième round. Et finalement, il fallait un adversaire à Zhang Mingyang sur la scène, à Macao en fait. Donc ils ont récupéré Ozzy Diaz. C'est compliqué parce que c'était un peu l'agneau sacrifié, mais au moins ça lui permettait d'avoir son contrat à l'UFC, d'entrer à l'UFC. Agneau sacrifié parce que oui, il partait largement underdog. Zhang Mingyang était à domicile, ça se passait à Macao, il a une grande fanbase en Chine. Zhang Mingyang, c'est pas encore arrivé à l'international, même s'il fait forte impression pour l'instant à l'UFC. Alors il perd ce combat. C'était plus ou moins attendu qu'il se fasse finir au premier round. En face, Jordan Santos, alors lui il a 10-1 en carrière. Sa seule défaite c'était par décision. Il est ceinture marron de JJB. Il a 27 ans. Diaz lui en a 33. Il a 75,5 d'allonge Santos, alors que l'avantage d'allonge ici sera pour Diaz, qui sera à 79. Cette fois-ci, Diaz aura une préparation complète, ce ne sera pas un short notice. Peut-être qu'il viendra un peu plus en forme. Jordan Santos, lui aussi, était parti underdog pour son dernier combat au Contender Series contre Will Curry. Et finalement, il a fait très très bonne impression, notamment sur les 2 premiers rounds, avec notamment sa façon de gérer ses déplacements, ce back-in, ses side-steps. Il met la pression, il met du volume, il a pas peur, il y va.
Il a fait d'excellents mouvements de tête, à l'instar de Diaz d'ailleurs, qui a d'excellents mouvements de tête. Et alors, pas trop de points faibles, hein, pas trop de vulnérabilité dans son jeu, dans ce que j'ai vu. Bon, il prend des middle kicks, mais Diaz aussi, il se prend les middle kicks. Sauf que, voilà, aucun des deux n'a tendance à en envoyer. Donc je suis pas sûr que ça joue vraiment dans ce match-up. C'est pour ça que je vous disais que l'analyse technique est assez compliquée. Point positif, c'est qu'il a d'excellentes feintes également, Santos. Il est assez solide, hein, en défense, en lutte, que ce soit en clinch où il va renverser l'adversaire, que ce soit sur les takedowns où il va faire d'excellents sprawls. Il a également un bon whizzer, mais alors parfois mal avisé parce que ça le dessert. Debout, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a une très bonne droite. Il y a des frappes très variées quand l'adversaire est contre la cage, hein, il peut changer, passer derrière la garde et la défense de l'adversaire, mais c'est seulement à ces moments-là, j'ai envie de dire. Et il travaille très bien avec ses jabs. En face, Diaz, il a un meilleur cardio, ça on va y venir. Lui aussi un excellent jab, c'est marrant qu'ils aient des points communs comme ça tous les deux. Alors il a un bon crochet du droit aussi, mais parfois il va placer trop haut. Attention, parce qu'il peut se faire amener au sol là-dessus. Il suffit que l'adversaire, hop, esquive et trouve le bon timing, et hop, ça va être amené au sol. D'ailleurs, Ozzy Diaz se fait facilement amener au sol, mais il se relève toujours en fait. Donc niveau du sol, il est assez solide, il se relève toujours. Le problème, c'est que, encore une fois, Santos, c'est pas dans son jeu forcément d'amener l'adversaire au sol. Donc est-ce que ça va jouer là-dedans? Bon, encore une fois, c'est l'un l'autre, ils n'ont pas forcément sur le papier des points qui vont gêner l'adversaire. Il a également un très bon under en ligne, en remise, ou même à la cage. Diaz, ses points faibles, ça va être les crochets en contre et quand ils sont variés en fait. Les séries de crochets, il a du mal à s'en prémunir. Les combattants qui sont généralement forts dans un style Muay Thai, ça peut lui poser problème, mais c'est pas le cas de Santos a priori. Attention à ses entrées, il peut se faire contrer là-dessus. Santos est très fort pour jabber en contre-entrée. Diaz est tombé contre Zhang Mingyang sur son entrée par un coup de Zhang Mingyang. Et également, alors là c'est le seul point vraiment qui peut changer quelque chose là sur le papier, c'est Diaz, les kicks, il se les mange et Santos en envoie de très bons. Qui sont très bien timés, c'est assez rare, mais ils sont... Généralement les kicks on les envoie comme ça sans vraiment... La plupart des combattants bien sûr, justement il y en a qui maîtrisent très bien ce genre de choses, d'avoir les bons timings, bien briser les appuis, surtout quand l'adversaire s'appuie dessus pour le faire tomber. Et c'est le cas de Santos. Mais à part ça, voilà, comme je disais, il y a le cardio est plus à l'avantage de Diaz, alors que Santos, on l'a vu, deuxième round, ça commence à être difficile, il commence à rater ses frappes, s'il accule pas son adversaire pour les connecter, sinon il n'arrive pas à le connecter, on sent vraiment une chute de cardio, ça va être difficile pour la fin de combat, donc est-ce que ça va être encore la même chose pour Santos, c'est-à-dire qu'il va faire 2 rounds où on va lui donner les 2 rounds au niveau des juges, et après, le 3e round qui risque de perdre. Attention donc du côté de Diaz à ses jabs. J'aurais du mal à me prononcer au niveau du pronostic. Surtout que la longe est plutôt du côté de Diaz et que ça peut jouer justement dans ce match-up. Il y a des match-ups où ça ne joue pas vraiment, là ça joue en faveur de Diaz. Mais je pense que si ça doit à la décision, ça ira pour Santos quand même. Donc je dirais, allez, 55% Santos. Mais c'est très difficile là, sur le papier. Peut-être que j'aurai plus de réponses. Ce combat permettra d'avoir plus d'informations sur ces combattants dans différentes situations, justement. Et voir un peu ce que ça donne. Et le voilà, enfin, ce premier combat de Meron Santos à l'UFC, que j'attendais depuis sa victoire à la finale du TUF l'an dernier, contre Canofli. Sur cette même carte d'ailleurs, il y avait son adversaire, c'était pareil, son dernier combat, Francis Marshall, qui prenait en short notice Buzukja pour remplacer Dani Silva. C'était pas facile là pour Marshall, puisqu'il sortait de défaites, une contre Gomis et une contre Dulgarian. En plus, Dulgarian, c'était vraiment le finish au grand and pound au premier round. Très difficile de battre Dulgarian, ça se comprend, tout le monde n'est pas Christian Rodriguez.
le prospect killer. Alors Francis Marshall, il est là pour finir ses adversaires par soumission en général. Lui n'a aucune défaite par soumission. Bon, ça fonctionne pas toujours. Là, c'était un catchweight, ils étaient en lightweight parce que c'était un short notice. Marshall, debout, il va essayer de placer son check hook, il va essayer de placer un overhand, il va beaucoup travailler sur ses jabs, c'est pas mal. Bon, par contre, voilà, c'est pas folichon. Il a un menton solide. Et on va voir ensuite ce qu'il y a à faire contre Meron Santos. Meron Santos, ceinture noire de Muay Thai, la même allonge que Marshall, on est à 72. Il est brésilien. Et lui, sa ceinture noire de Muay Thai, on la sent. C'est vraiment un sniper, et il a un striking vraiment très spécial. On sent qu'il y a quelque chose en lui. Il y a de tout, c'est très varié au niveau des cibles, très varié au niveau de son anglaise, au niveau des frappes. Tous ces points, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Il va chercher les angles, il va les créer les angles grâce à des feintes, des espèces de micro-feintes où il va créer des brèches dans la défense adverse. Les bons timings, le sang-froid, c'est précis, ça cogne dur. Il va agrémenter son anglaise de gros calf kick, des fois de front kick également, qui font assez mal, qui sont bien placés. Il est très très dangereux. J'attendais vraiment son premier combat à l'UFC. À part la finale du TUF, bien sûr. Voir ce qui allait se passer. En plus, j'ai envie de dire que ce combat est à son avantage, puisque Francis Marshall n'est pas non plus un combattant hors norme, qui est genre à 10-11 combats en carrière. Donc c'est très bien pour Marion Santos pour faire son entrée. Alors Marshall Francis, forcément, il va chercher la lutte, il va chercher à amener au sol. C'était très laborieux contre Buzukja. Buzukja s'est très bien défendu d'ailleurs. Au niveau de la lutte, il cherche, mais il ne trouve pas forcément son amener au sol au final. Et on a vu Meron Santos très bien s'en sortir en clinch, défense de lutte. Je pense pas que ce soit vraiment une menace Francis Marshall pour Meron Santos, même si c'est la seule qui le représente. Parce que oui, Francis Marshall, il peut partir en blitz, il peut partir à l'assaut contre son adversaire, essayer de mettre la pression d'un coup, mais c'est ce que Kanofli a fait, et on sait ce que ça lui a coûté, ces crochets là en contre de Meron Santos. Bon voilà, direct, le KO était net. Vraiment, c'est la chose à ne pas faire contre Meron Santos. Je vois pas beaucoup de choses à faire contre Meron Santos, malheureusement, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes envers ce combattant. Là, dans l'organisation, par la suite, donc j'attends ce combat avec impatience. Je vois Meron Santos vainqueur, bien évidemment, sûrement par finish. On va dire que voilà, peut-être un 70-75% vainqueur là-dessus. Et Marshall, voilà. Désolé pour lui, quoi. Et nous voilà chez Welter avec Morono contre Léal. Léal qui va faire son deuxième combat à l'UFC et Morono son énième combat, on les compte plus. Il fait du MMA depuis 2010, il arrive à l'UFC depuis 2016. Il a combattu pas mal de monde déjà, Morono. Alors bien évidemment, c'est victoire-défaite, c'est pas facile pour lui. Léal de son côté, il n'est pas en reste. Lui, il fait du MMA depuis 2012. Il était champion de la LFA en 2021, puis ensuite il est passé au PFL. Et très bon parcours. Morono a 34 ans, Léal a 30 ans. Ils ont tous les deux le même allonge, 72. Léal a rejoint du coup l'UFC récemment parce qu'il fallait remplacer Ruzibouev contre Fakhredinov. Et donc, il est arrivé, il a pris le short notice. Pour une performance en demi-teinte, on va dire, les deux étaient pas très vifs. Ils cherchaient comme deux gros pâteaux à envoyer des parpaings dans la gueule de l'autre. Bon, c'est allé en split, je crois, une décision pour Fakhredinov. Mais c'était un short notice, pourquoi pas, allons-y, Léal, peut-être qu'il va nous faire une meilleure performance par la suite. On attend donc de voir un gros niveau de sa part contre Morono, qui est dans le ventre mou, toujours la KT, il n'est pas vraiment top 30, je sais pas, c'est pas dans une bonne situation Morono à chaque fois, il affronte pourtant des noms, il est capable d'avoir des victoires, mais là par exemple, dernièrement, il perd entre guillemets à la touche quoi contre Rodriguez, parce que il fait un meilleur combat que Rodriguez, mais Rodriguez lui il va le frôler un petit peu, le toucher un petit peu, et du coup, comme c'est un petit peu plus que lui, Morono l'a envoyé, bon, j'ai pas compris tout à fait cette histoire de statistiques, bon, voilà, mais bon, il s'avère que, en tout cas, il perd à la split, un seul juge lui donne 29-28, on voit bien, pour moi, Morono gagnait les deux premiers rounds, et il perdait, là par contre, c'est clair, le troisième round, mais bon, ce qui est étrange aussi, c'est que Morono n'est pas allé chercher le sol contre Rodriguez,
où il a ses chances, parce que Morneau est quand même il a un bon sol, un bon JJB. Il s'entraîne à Gracie Barra, on voit que, on l'a vu au niveau de son sol, contre McGee, c'était pas mal. D'ailleurs, je vais y revenir, mais c'est vrai que moi, en général, les combattants qui sont là depuis quelques temps, des fois, j'ai tendance à rester sur des impressions qui sont un peu datées et anciennes, et à pas voir vraiment s'il y a progrès, pas de progrès, comment ça évolue effectivement. Donc je me suis dit, là, en voyant ce qu'allait proposer Léal, qui bon, alors Léal de son côté, il s'échine à vouloir rentrer son crochet du gauche, il est pas très vif, comme je l'ai dit, il essaye d'envoyer des gros parpaings, bon, c'est pas forcément... Disons que c'est un style qui irait bien pour les poids lourds, mais là on est chez les welter. Après, c'est pas le seul, il y en a dans des poids encore plus légers qui vont essayer d'envoyer des grosses frappes. Voilà, maintenant, ce manque de vivacité, pour moi, ça peut peser dans la balance quand on va monter un peu dans les classements. À voir, hein, si, voilà, bien préparé, s'il travaille bien, c'est son combat, Léal, il peut proposer quelque chose d'intéressant ici. Bon, les calf kicks, ça peut embêter Morono, certes. Il envoie de gros swings, hein. Ça peut embêter Morono qui accepte les échanges en général, mais Morono, je trouve quand même qu'il a un bon menton malgré tout, qu'il a une bonne dirty, donc pas sûr que là Léal soit vraiment forcément bien au-dessus sur ces échanges-là, bien meilleur. On sait hein, que Léal a un bon sprawl, il a une bonne défense de takedown en général. Bon, Morono, son style, c'est plutôt d'attraper les kicks de son adversaire pour ensuite amener au sol. Il va pas vraiment souvent chercher les single leg ou les double leg, on l'a pas trop vu ça. Par contre, attraper les kicks, ouais, on l'a vu. Bon, il l'a pas fait contre Rodriguez, hein, il a attrapé les kicks mais il relâché, comme j'ai dit. Il réussit ses takedowns, on l'a vu. Sur un Morono qui se fait facilement double leg, hein, on l'a vu contre Mintz ou Buckley par exemple. Mais en général, dans sa défense de takedown, ou sa défense, de toute façon en grappling, il va chercher la soumission, il va être opportuniste là-dessus. Morono, je pense pas que ça représente là encore vraiment un danger. À voir si la puissance de Léal va aller permettre de mettre la pression sur Morono dans ces phases-là. Ça peut se jouer que là-dessus, à mon avis. Là où Léal, ça va être problématique, c'est qu'il offre peu de variété en fait hein, dans son jeu en pied-point. Il est sensible au kick, et on sait que Morono en envoie, même si... Alors voilà, alors il envoie des kicks, et on a vu envoyer des middle kicks, des spin kicks, des calf kicks, tout ce que... Et on l'a vu aussi envoyer des high kicks, mais les high kicks sont quand même assez ridicules hein, du côté de Morono, surtout dans son dernier combat, c'était pas ça, quoi. Et après, Léal, on l'a vu, un troisième round, voilà. C'est dur pour lui, hein, ça tient pas trop, la responsabilité défensive n'est plus là, il rate beaucoup de frappes, il y a beaucoup de déchets. Et là-dessus, je me dis, bon, oui, Léal a ses chances, mais Morono en a pas mal aussi. Dans le Morono qu'on a connu par le passé, il pourrait très bien faire l'affaire. Mais voilà, faut pas s'emballer. Est-ce que Morono, dans ses derniers combats, on a encore un niveau qui pourrait correspondre à Léal, qui pourrait lui donner le change? Eh bien, à part ça, ouais, bon menton, c'est toujours à tester, hein. On voit que lui aussi, il a beaucoup de déchets, Morono, dans ses frappes, on l'a vu encore contre Rodriguez. Il se fait facilement punir quand il rate ses frappes aussi, parce qu'il a une espèce de temps de recovery qui est un peu long. Il est... Alors ça date hein, de Buckley, mais j'ai trouvé vraiment fatigué, vraiment plus pareil. Il perdait beaucoup en précision, tout ça, en défense, hein, debout contre Buckley. Mais je l'ai pas vu. Ouais. Par exemple, là, contre Rodriguez, je l'ai pas vu. Je trouvais que ça allait. Il y a beaucoup de déchets, mais il n'y a pas non plus de failles vraiment défensives. C'est juste que, moi, et Rodriguez, à un moment, s'est jeté sur lui. On a vu certaines choses comme ça. Parfois, contre Buckley, par exemple, on se sentait plus à l'aise au deuxième round debout. On l'a vu sur ses timings et sa précision. Mais j'ai l'impression que c'est seulement contre Buckley. Hein. Dans d'autres combats, c'était pas vraiment ça. Justement, il pouvait perdre un peu en précision. Il a une tendance, et ça, c'est un gros problème, à Morono, à vouloir rentrer ce bras droit. C'est pas une mauvaise chose, attention, parce que, par exemple, sur les stiff jabs que pourrait envoyer Léal, on l'a vu, Morono, ce qu'il fait, c'est qu'en général, petit retrait de buste, il envoie un énorme crochet du droit derrière en réponse. Ça peut faire mal. De même qu'il s'y attend. En deuxième, troisième round, il va commencer à travailler sur son check hook pour vraiment anticiper les entrées adverses. Mais par contre, faut pas en abuser. Voilà, ça, cette droite, on l'a vu hein, contre Rodriguez, mais on la voyait déjà contre McGee, contre Mintz. Donc, faut pas en abuser. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il commence à avoir le cerveau qui fatigue Morono. Hein, et il y a une chose qui s'est dit, ça peut passer, il va quand même insister, c'est dommage. Donc, l'un dans l'autre,
au vu de ces données, ouais, je peux voir, ça peut être du 50-50, mais le problème que j'ai là, quand je vois un peu les cotes qui viennent de sortir, c'est qu'on a un Morono qui a 4,75 contre un Léal qui a 1,20. Alors j'ai peut-être raté quelque chose encore une fois dans l'analyse, peut-être que Léal, il faut creuser plus profond, et peut-être qu'effectivement il va arriver cette fois-ci vraiment bien préparé, bien motivé à faire sa place à l'UFC, aller chercher le top 15 plus tard, et peut-être qu'il y a un plan comme ça, et qui va être beaucoup plus prometteur que ce que j'ai vu moi jusque-là. Mais moi, ça me donne pas envie, quoi. J'ai pas envie de parier sur Léal, surtout à ce prix-là, même si je le vois dans mes prédictions à 55% l'emporter. Morono à 45%, il y a de chance, hein, et pour un 4,75, je pense que c'est plus intéressant au niveau de la value d'aller dessus, quoi. Enfin bref, sur ce, bah voilà l'analyse pour ce Léal contre Morono chez les welterweight. Morono, il est sur 2 défaites consécutives officiellement, donc du coup, c'est risqué pour lui là d'enchaîner sur une 3e défaite. Et Léal, il arrive à l'UFC, bon, une défaite contre Fakhretdinov, on peut lui pardonner, c'était un short notice. Maintenant, il faut vraiment, s'il veut s'affirmer, donc ça risque d'être quand même très disputé. Il faut vraiment que Léal fasse sa place à l'UFC. De l'autre côté, Morono, faut pas qu'il perde la sienne. Donc ça risque d'être disputé. Maintenant, j'ai des doutes quand même du côté du mental de Morono. Déjà, contre Rodriguez, avant le combat, je le sentais pas très motivé. Il me donne une très bonne performance, hein. C'est pas une excellente performance, mais une très bonne performance. Maintenant, s'il voit qu'en donnant une bonne performance, bah, il est quand même sanctionné par les juges, entre guillemets, si lui il le perçoit comme ça, je veux dire, ouais, qu'est-ce qui va le motiver par la suite? Ça aussi, c'est la question que je me pose. 34 ans, je sais pas. Bon, on verra, il y a 24-11 au niveau de son score, 21-6 du côté de Léal, au niveau du Sherdog. Bon, à voir ce combat. J'attends pas non plus un niveau excellent, il y a des enjeux pour chacun des deux, ils vont s'adonner, on va voir. Et des fois, les matchmakers nous envoient des choses assez rigolotes. Là, c'est le cas de Petrosyan contre Ferreira, parce que tous les deux ayant perdu contre Magomedov dans leur dernier combat. Mais ce n'est pas le même. Ferreira, c'était contre Abus Magomedov, et Petrosyan, bien sûr, on le sait, c'était contre Sharapouddin Magomedov. Aucun lien, fils unique. Voilà, tout ça, c'est pour la blague. Alors, ce qui est surtout intéressant là, pour moi, c'est j'ai toujours trouvé que Petrosyan, en fait, il manquait d'impact, alors que Ferreira, lui, il n'est jamais allé à la décision. Donc c'est toujours pour ça que Bruno Ferreira est attendu dans la cage. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Ben, à peu près le même âge, 34, 32 ans, la longe c'est à peu près la même, 71, 72 de l'autre. Qu'est-ce qu'on va avoir Alors on va parler des combattants. Petrosyan, qui n'est pas forcément connu du grand public, je voudrais d'ailleurs saluer au passage la chaîne The Journeyman, qui fait toujours du très bon travail et qui avait au moins donné un peu de crédit à la prestation de Petrosyan, et c'était l'un des rares. Alors Petrosyan, comment il fonctionne? Alors il cadre ses adversaires en général, on l'a vu contre Vieira, il empêche les déplacements latéraux aussi, on l'a vu contre Magomedov. Son but c'est d'acculer et de combiner contre la cage. Alors au niveau du grappling, il a une défense en lutte et au sol qui est correcte, mais forcément il s'est fait surclasser par Vieira, Vieira forcément. Il est solide sur son grappling. Il envoie divers... en fait, il rentre, puis il envoie une 2, mais c'est surtout pour placer son bras arrière, on l'a vu contre Dobson, contre Magomedov. Il peut envoyer aussi quelques high kicks, beaucoup de leg kicks, les calfs, les inside leg kicks aussi contre Dobson et Magomedov. Dans son jeu, ce qui a été, je trouve, qui s'est vraiment développé, qui s'est amélioré contre Sharapouddin, ça a été déjà qu'il a amené beaucoup plus de volume, d'excellents middle kicks, que ce soit seul ou en combinaison. Les échanges étaient moins cordiaux, c'est pas le à toi à moi qu'on a vu contre Dobson au 2e round, mais vraiment il accepte les échanges à mi-distance contre Sharapouddin, ce qui est dangereux parce que voilà, Sharapouddin a un KO power certain et avéré. Il remisait plus, dont ses crochets du gauche, et il attrapait les kicks pour remiser l'arrière. Il a réussi très bien, je trouve, à lire quand même son adversaire et ses crochets du gauche en contre. Il était plus réactif cette fois-ci que contre Vieira. Toujours, ses points faibles à Petrosyan, ça va être les jabs, les push kicks et les droites en contre. Et il fatigue, il perd des timings au 2e round en général, il y a des signes visibles de fatigue. Au 3e round, on l'a vu contre Dobson, le cardio n'était plus là. En face, Ferreira, pareil, je trouve qu'il a du mal au niveau de son cardio, c'est assez douteux. Notamment, en fait, c'est surtout lié à la lutte. La lutte, ça le fatigue beaucoup, mais bon. Après, le style de Bruno Ferreira, il switch tout le temps, il a ce style un peu back-in, on va le voir plus tard.
Au niveau des distances, il rate beaucoup de frappes. On l'a vu contre Oz, il gère pas très bien ses distances. Pour maintenir l'adversaire à distance, il peut utiliser les front kicks, on l'a vu contre Rizibouef. Il l'utilise aussi contre Abus Magomedov, je crois, au deuxième round, notamment des gros jabs et qui vont l'aider là-dessus. Et quand il envoie son front kick, il peut envoyer aussi une gauche derrière, ce qui peut être intéressant dans sa combinaison. Mais il est lui-même sensible au front kick, au push kick, on l'a vu contre Abus Magomedov. Il n'arrive pas à rompre les distances et il se fait cadrer et acculer, hein, notamment sur ce premier round. Alors lui, au niveau de la lutte, c'est basique. Au niveau de la défense, sa défense au sol, elle est correcte. Il a une bonne défense de soumission. On l'a vu contre Stolgius et contre Abus Magomedov, tout ça. Sinon, à l'offensive, on l'a vu seulement contre Oz, où après il était allé chercher un crucifix. Bon, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, ça le fatigue vite, hein, comme j'ai dit. Dans son arsenal, il envoie de bons middle, il a un bon bras gauche, hein, et surtout dans ses 1-2 aussi. Des bons calf kicks, et un bon crochet du droit en contre, comme on a vu contre Phil Oz. Mais, quelles que soient ses frappes, il est facilement contré, et il est lourdement contré en général. De désespoir ou de fatigue en général, fin des rounds et fin du combat, il va envoyer pas mal de frappes retournées, hein. Les spin elbow, les spin kick, les spin middle, les spin ce que vous voulez. C'est plutôt des frappes un peu de désespoir, mais qui peuvent connecter, on sait jamais. Hein, ce bon crochet, c'était quoi un coup de coude retourné, je crois, qui a bien connecté contre un de ses adversaires. Et ce qui est assez... Je sais pas comment le formuler, mais Ferreira, il a un point faible, c'est les feintes. Les feintes de ses adversaires, ça le perturbe beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment sensible à ça. Il se laisse facilement avoir. Et ça, c'est pas commun d'avoir un combattant qui soit aussi sensible aux feintes de ses adversaires. Et ça le bluffe facilement, quoi. Et bien sûr, comme il tarde des fois à recomposer, on l'a vu se manger des bons crochets du gauche, hein. Ensuite, il a du mal à trouver les timings et les angles pour ses frappes. On l'a vu contre Stolgius. Alors, ça nous donne quoi? Tout ça mis ensemble dans cet affrontement. Alors, Superman. Putain, les surnoms... Arman Petrosian et arménien. Quel est le rapport avec Superman? Je pense vraiment c'est simplement parce que, pour dire comment ça va en anglais, on dit what's up, et c'est réduit à sup. Donc, Superman, voilà, Superman. Je pense que ça vient de là, parce que franchement, des fois, ils ont des pseudos qui viennent de... Alors, on se reconcentre sur l'analyse. On a vu donc que Ferreira n'aimait pas être cadré et acculé, ça pouvait lui arriver. On l'a vu contre Rizibouef, mais sûrement qu'il a travaillé dessus parce que depuis ça a changé. Mais pourquoi pas, ça peut de nouveau être à l'avantage de Petrosian là-dessus. On a vu que en fait les kicks, généralement Petrosian pouvait les attraper pour ensuite envoyer une bonne frappe derrière. Ferreira est facilement contrable, hein, et ouais, c'est vraiment son point faible, hein, les contres en général dans tous ses combats, il se fait contrer très facilement. Des problèmes avec les crochets du gauche notamment aussi, en contre, sur ses remises, tout ça, ouais, c'est pas... Il se peut que ça joue en faveur de Ferreira. Au niveau des cardio, j'ai des doutes des deux côtés. Petrosian ne va pas chercher à faire attaquer en grappling, de toute façon. Il a pas... Vous voyez, de toute façon, il n'a pas de victoire par soumission, mais même en général, dans ses combats, on ne voit pas attaquer le grappling. Hein. Il préfère rester vraiment debout, sur du pied-point. Ferreira, lui, par contre, on l'a vu, mais alors c'est rare. Hein. On l'a vu, comme je dis, contre Phil Oz, mais sinon... Donc je pense que ça va se passer debout. L'avantage de Ferreira, c'est ses front kicks et ses jabs. Hein. Là, Petrosian, ça peut lui poser problème. Et également, ces kicks sont certes contrés, mais qui peuvent poser problème, hein, du coup, à Petrosian. C'est tous, d'ailleurs, même ce crochet du droit en contre, hein, qu'on a vu contre Oz, peuvent poser problème à Petrosian, mais c'est assez limité. Sinon, il n'y a pas grand-chose vraiment qui va plus en faveur de l'un que de l'autre. Je pense que Petrosian est quand même le choix de confort, si on doit faire un pronostic, parce qu'il est quand même plus constant. Ferreira, c'est finir son adversaire ou se faire finir de toute façon. Les deux ont quand même des soucis de cardio. Je pense que ça s'améliorer pour Petrosian. Au niveau de l'adversité, c'est pas mal des deux côtés, franchement, c'est du bon niveau.
Non, c'est difficile à dire. Je sais que Ferreira, c'est le choix du cœur, hein, pour le public en général, parce que voilà, c'est un profil qui plaît, profil de finisseur. Par contre, du coup, des doutes sur son menton, hein, effectivement, à force. Petrosian, je sais pas si c'est un problème de fight IQ ou si c'est parce qu'il voulait mettre ses couilles sur la table, hein, mais c'est vrai que d'aller comme ça chercher la bagarre avec Charapoudine, il avait pas peur, il y allait. Bon, moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, bonne initiative de sa part. Au niveau des cotes, hein, les bookmakers voient Petrosian un peu favori, alors que le public préfère Ferreira. Moi je sais pas, franchement, je pourrais pas me prononcer. C'est attendu, c'est sûr, comme combat. J'attends pas non plus, après au niveau des enjeux, avec un profil comme Sid Ferreira, bah, je pense que voilà, on a déjà vu les limites, hein. Ça arrive, hein, des fois que les types, ils cognent dur, ils aient beaucoup de finish, et puis ils se font finir ou quoi, ils n'ont pas de décision, mais il y a un moment, ça va avancer et ça va leur retomber dessus. Et forcément, il y a un plafond, hein. Ferreira, je pense qu'il commence vraiment déjà à tâter ce plafond. Et Petrosian, bah, il est un peu trop moyen, donc à voir comment ils vont travailler par la suite. Mais voilà, Ferreira, 32 ans, il va pas se refaire forcément un menton maintenant. Et Petrosian, 34 ans, ouais, certes, on est chez middleweight, mais je vois pas non plus atteindre le top 15. Non, ça va être un combat sûrement divertissant. Je pense que le combat n'ira pas à la décision, par contre. Et il y aura un finish. Mais, voilà, dans le doute, j'irai plutôt pour Petrosian à 55%. On part chez Flyweight avec le cas Rei Tsuruya, qui, pour son deuxième combat à l'UFC, va affronter le top 15. C'est assez particulier parce que déjà, pour son deuxième combat, il va être sur les cartes numérotées. Il était prévu sur la carte du 312 contre Stuart Nicol. Finalement, Nicol s'est blessé, donc il va affronter Joshua Van au 313. Et de son côté, Joshua Van, lui, il devait affronter Bruno Silva, justement. Et finalement, Bruno Silva se retire, donc il prendra Rei Tsuruya. L'un dans l'autre, voilà où on en est. C'était pas forcément prévu que Rei Tsuruya, à la base, affronte un top 15, mais circonstances faisant, on en est là. Rei Tsuruya, qui vient du Roto UFC, qui est jeune, 22 ans. C'est vraiment un combat d'adolescent, il a 22 ans et Joshua Van en a 23. Rei Tsuruya, qui est connu pour sa lutte, je crois qu'il était champion régional quelque part, mais en tout cas, on le voit de toute façon dans ses combats en MMA, de la lutte, et chercher des soumissions, voilà sa seule stratégie. Il est vraiment médiocre debout, hein. Ça, je vais pas tempérer mes propos, je vois pas, vraiment je le trouve mauvais debout, hein. Donc, voilà qui va affronter Joshua Van. Joshua Van, c'est un peu plus particulier parce que lui, effectivement, il aurait pu être considéré, entre guillemets, comme un client sérieux à l'UFC il y a quelques temps. Un agenda assez chargé. Bon, il arrive à l'UFC en 2023, il bat notamment Borjas. Et après, il a son finish, hein, sur Felipe Bunes. S'ensuit, alors ça c'était en janvier 2024. S'ensuit alors beaucoup d'annulations, hein. On a Lucas Rocha, Sumi Duarji, Tatsuro Taira et Tagir Ulanbekov. 4 annulations de suite pour finalement affronter Charles Johnson en juillet 2024. Et là, patatras, le voilà qui se prend un KO par un uppercut au 3e round. Et du coup, peut-être calmer un peu tout ça. Il est très jeune, il vient de Birmanie, et peut-être que même s'il montre de bonnes prestations dans la cage, pas trop griller les étapes et y aller mollo et prendre le temps de bien s'entraîner, tout ça. Malheureusement, non. Après ce KO, qu'est-ce qu'il fait 2 mois plus tard? Il revient pour prendre un short notice en territoire ennemi, puisque c'était à la Sphère, il va affronter un Mexicain, Edgar Chéret. Et là, il livre une très bonne prestation. Moi qui pensais que c'était une mauvaise idée de revenir si tôt après un KO, le voilà, qui remporte la décision unanime contre Edgar Chéret en livrant une bataille comme il faut. C'était propre, c'était beau. Mais il va pas s'arrêter là, il faut ensuite qu'il reprenne Cody Durden. Et là, quelques questions quand même, c'est déjà encore pourquoi combattre autant, ça va faire 4 combats en 2024, il n'est pas obligé, il y a beaucoup de choses à travailler dans son jeu, pas non plus griller encore les étapes. Cody Durden étant rentré dans le top 15 juste avant, enfin, lui de toute façon il alterne. En fait, chez Flyweight, il n'y a pas vraiment de top 15, on va dire qu'il y a un top 20 et un top 10. Hein. Il y a à peu près 10 combattants qui se battent là dans le top 20. Et donc, Cody Durden, surtout, qui présente le même profil, entre guillemets, que Johnson dans le fait de t'assaillir ses adversaires. C'est ce qui a posé problème, hein, notamment dans Van, dans ses manques, dans ses lacunes, c'est qu'il se retrouve
il est vraiment mis à mal quand il est attaqué en assaut par des blitz ou des bull rush ou ce genre de choses. Il ne sait pas vraiment bien s'en défendre. Étant donné qu'il avait perdu contre Charles Johnson là-dessus, alors contre Cody Durden, ça va être encore plus compliqué. Et bien finalement, il l'emporte à décision unanime. Alors, oui, est-ce qu'en 2025, on peut de nouveau le considérer comme un client sérieux, sachant qu'il est classé maintenant 15e à l'UFC? Je n'irai pas jusque-là, hein. Pour moi, c'est pas encore, voilà, c'est vraiment encore c'est perfectible, quoi, son jeu. Il n'a pas encore s'est travaillé sur pas mal d'aspects, et c'est ce qui m'inquiète, c'est-à-dire que là, enchaîner les combats, moi, ce serait bien qu'il prenne un combat tous les 6 mois, et qu'entre-temps, il améliore son jeu, qu'il agrémente d'autres choses, qu'il tous ses points faibles, il les travaille pour les gommer. Bruno Silva, c'était dangereux comme combattant à prendre. Je pense que de toute façon, il ne devrait pas affronter quelqu'un dans le top 10 encore tout de suite. Il est jeune, hein, il a vraiment le temps de progresser. Faut pas qu'il grille les étapes. Et donc prendre un Ray Tsuruya, ça pourrait être une bonne chose, même si Ray Tsuruya, parlons-en, au niveau de sa hype, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est aussi bien considéré et aussi bien classé, sachant qu'il n'a, à part il a fait le retour UFC, il est invaincu, et le seul adversaire qu'il a eu jusque-là à l'UFC, c'est donc Carlos Hernandez. On a vu effectivement que ça s'est déroulé comme de toute façon les combats de Ray Tsuruya, on s'attend à ce qu'il se passe. Alors Ray Tsuruya, faut pas se fier forcément juste aux données basiques, hein, comme quoi il a des KO, des soumissions et des décisions. Ces KO, c'est du grand handpound, hein, ça se passe au sol. De toute façon, c'est finish, ça se passe au sol. Il va amener au sol et finir au sol, c'est ce qu'il va travailler. Carlos Hernandez, au moins entre parenthèses, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a, si vous revoyez le combat entre Satoru Taira et son combat contre Ray Tsuruya, il y a un écart en termes de lutte et de sol. Il a énormément progressé, il a fait vraiment un grand bond en avant. Carlos Hernandez, c'est très prometteur, même s'il enchaîne victoire et défaite à l'UFC. Bon, c'est pas forcément une carrière en dents de scie, c'est pas forcément très prometteur, mais en tout cas, je vois qu'il a un excellent coaching, il écoute bien ses coachs. Ça, en tout cas, c'est une bonne chose. Parenthèse fermée pour Carlos Hernandez. Revenons sur Ray Tsuruya et ce combat qu'il gagne à la décision, parce que effectivement, Carlos Hernandez s'est très bien défendu. On les connaît, hein, ces lutteurs qui vont chercher le sol. Bon, c'est des takedowns, on a vu deuxième, troisième round, c'est tout de suite d'entrée, on cherche pas, c'est double leg ou single leg, on se jette, on shoot direct. Les takedowns, on va les chercher sur les contre-entrées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'adversaire va faire une frappe un peu trop haute, ben on en profite pour aller dans les jambes. Sa seule menace, ça va être les soumissions, et bon, forcément le ground and pound. Alors, pourquoi en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'il va chercher souvent le side control au sol. Il va pas aller forcément dans la garde, demi-garde, chercher la monte ou quoi, non, c'est side control. Voilà, on va chercher le ground and pound, ou sinon, quand il y a du scramble, ou qu'il y a des transitions, chercher des soumissions. Du coup, en fait, je trouve qu'il a quand même un mauvais maintien au sol. Hein. Ses adversaires, un bon scramble, il se relève, même s'il tente de les accrocher, un membre par-ci par-là pour les retenir. Il manque d'expérience, on le voit, ça s'est vu, il manque d'expérience. Donc là, pareil, s'il intègre le top 15, c'est trop tôt pour lui, je pense. Enfin, on verra comment ça se passe, mais... Et puis aussi, il lutte, et pourtant j'ai l'impression qu'il tient pas vraiment 3 rounds. Hein. Troisième round, c'est plus difficile pour lui. D'ailleurs, il le perd largement contre Carlos Hernandez. Hein. Alors, un premier round disputé, deuxième round qu'il remporte haut la main, on va dire, bon voilà, sur une phase de grappling, où il reste menaçant. Mais le troisième round, c'est bien à l'avantage de Carlos Hernandez. Et concernant Joshua Van, c'est là où ça peut un peu être plus difficile que prévu, parce que prendre quelqu'un qui est moins bien classé que lui, alors que lui il fait des bonnes prestations, mais est-ce que vraiment, en termes de défense en lutte et de défense au sol, il peut faire le poids contre un Tsuruya c'est son seul point fort. On sait que debout, Van, il va démonter Tsuruya, hein. Donc ça, c'est sûr. Van qui s'entraîne et qui vit à Houston, je crois, dans le Texas, qui va donc avoir, dans ce qu'on a dit par rapport à Tsuruya, des points faibles, hein, des failles que Tsuruya pourra exploiter. Déjà, il va être prévisible et lisible dès le deuxième round. En général, Van, ça progresse pas trop là-dessus. Il peut envoyer des spin back fist. On sait que ça, c'est du pain béni pour qui veut shooter. Bon. Après, au niveau du cardio, je parlais de Tsuruya, son troisième round.
Joshua Van a prétendu que contre Chirez, il a eu un mauvais cardio, c'était lié au short notice, il n'était pas bien préparé. Ouais, ok, admettons. Espérons que ça se passe bien ce coup-là. Par contre, Van, ce qu'il a, à l'instar d'Hernandez, qui a une bonne défense en clinch à la cage, et qui est capable de renverser Tsuruya, parce que Hernandez en était capable lui aussi, et de slam. C'est exactement ce qu'a fait Hernandez. Par contre, slam pour amener au sol, c'est pas forcément une bonne idée. Tsuruya se débrouille très bien au sol, il va chercher de toute façon les soumissions, même s'il est en défense. Mais Van a un excellent sprawl, il l'a montré, et je pense pas que ça bloque non plus Tsuruya, ça. C'est ça le problème, c'est que Hernandez a bien sprawl aussi, Tsuruya, il va quand même chercher de toute façon attraper quelque chose. Peut-être que Van est un peu meilleur là-dessus qu'Hernandez, à voir. Donc on sait que Van va devoir travailler sur la ligne médiane. En fait, il va travailler... faut qu'il fasse attention de ne pas envoyer des frappes trop haut, et qu'il n'hésite pas à frapper au corps, ou... De toute façon, debout, Tsuruya ne présente aucune menace, hein, donc frapper au corps, viser vraiment plus bas, au cas où Tsuruya cherche à chaque fois sur les entrées de Van à envoyer à shooter, et se prendre une frappe comme ça en shootant. Tsuruya, ça peut le mettre à mal, je pense. Et surtout, Van, on le sait qu'il est fort, il a beaucoup travaillé sur son Muay Thai l'an dernier, et qu'au niveau des coups de genoux, il peut faire très mal dessus. Il se peut que justement Van finisse Tsuruya là-dessus, en faisant des feintes, et quand Tsuruya, on s'attend à ce qu'il shoot, bam, le coup de genou, les bonnes frappes, et ébranler Tsuruya et le finir à ce moment-là. Même si Tsuruya cherchera forcément à gripper quelque chose, essayant de survivre comme un poisson hors de l'eau, mais il y a une possibilité là-dessus. Sur le papier, Joshua Van est meilleur que Tsuruya, il a de meilleurs arguments, donc je pourrais le voir vainqueur à 55-60%. Le problème, c'est que Tsuruya, il est quand même, on l'a vu, quand même très balèze sur ce deuxième round. Contre Hernandez, on a vu que Van, il n'était pas forcément fini et accompli au niveau de pas mal d'aspects, notamment, c'est à voir, cette défense en lutte et au sol. Est-ce qu'il aura le temps de bien se préparer à ce type d'adversaire ? C'est la grande question. Pour moi, il y a un point d'interrogation. Je ne donne pas forcément Van gagnant à 100%, c'est encore des réserves. Mais en étudiant bien Tsuruya, en étant bien préparé, oui, là, Van peut l'emporter. Sachant que si ça va à décision, je vois bien effectivement, comme pour Hernandez, le troisième round pour Van, il faut juste profiter de ce premier round, on va dire, de Tsuruya qui va être un peu fébrile à chercher quelque chose. Van d'y arriver, pas trop en confiance non plus, attention, restez méfiant, et surtout avoir les bons réflexes, et ne pas commettre d'erreurs. Et c'est possible d'avoir peut-être une split ou une décision unanime pour Van. Mais voilà, les erreurs, je pense qu'elles peuvent coûter cher dans ce combat. Bon, après, chez les poids lourds, là, je comprends pas trop. Blades, il vient de perdre l'an dernier à Manchester pour ceinture intérimaire contre Aspinall. Ok. Il a fait le con. Contre Almeida, il a été opportuniste, ça a marché. Il avait perdu contre Pavlovich avant. Bon, après, je vais pas faire toute sa carrière, quoi. Il a battu Volkov, il a battu Rosenstruck, il a perdu contre Lewis. Il a combattu 2 fois Ngannou. Ouais, il s'est cogné, il cogne aussi. Il a un ratio, je crois, de takedown à l'UFC de dingue. Il était champion de lutte avant. Blades, il a aucune défaite ni aucune victoire par soumission, par contre. Maintenant, il est numéro 5 à l'UFC. Il va affronter, je vous le donne en 1000, Kuniev. Kuniev, il n'a pas eu la même adversité du tout. Dernier combat, on va dire, qui est un peu marquant, c'est son combat contre Renan Ferreira, qui aurait gagné par décision unanime. C'était un combat en 3 rounds. Mais il s'avère qu'il était positif à je sais plus combien de substances. 4 substances qui sont interdites par la commission athlétique du Nevada. Donc c'est pour dire. Il y avait avant ça, il avait une victoire au Dana White Contender Series. Il n'a pas été pris à l'UFC. Il a refait encore un combat l'an dernier au Contender Series la deuxième semaine. Il a battu donc Hugo Cunha, toute fin du premier round, dernière seconde. Ouais, et là tout de suite on lui donne le top 5 de l'UFC.
Voilà. Il aurait dû affronter Martin Budet, hein. Le combat a été annulé, c'était en décembre. Là, enchaîné, Curtis Blades derrière, je comprends pas trop le truc. C'est-à-dire que si on veut faire entrer les poids lourds et tout machin, il a déjà à l'UFC. Pourquoi pas faire monter quelqu'un? Lui, tout de suite mettre contre un top 5. Il y a un bif entre les deux, quelque chose sur les réseaux sociaux, je suis pas au courant. Enfin, je pense que quelqu'un a des infos qui me le disent. Blades est, voilà, un peu, des fois il va brawl. On l'a vu, ses conneries face à Spinal, c'est cette espèce de 1-2 qui va répéter. Ou la troisième fois, bon bah Spinal, il le sait déjà qu'il esquivait avant, juste en faisant un petit retrait du buste ou un bond en arrière. Voilà, il a retrait du buste, le crochet du gauche, ça passe. Blades est sonné, bon voilà, vous connaissez l'histoire. Contre Kuniev, 32 ans, il est gras, il était grand favori contre Cunha. Ouais, y a rien de spécial à noter, hein, des bons calfs. Au niveau de ses kicks, ça va, hein, les push kicks, les front kicks, tout ça, ça va. En lutte, c'est pas top. Au sol, c'est bof bof. Ça le fatigue d'ailleurs la lutte, il ne crée pas de jeu. Quand l'adversaire est vif, il a du mal. Il est brouillon en dirty. Ouais, ça peut être un peu sale en fait, ce combat au niveau du pied-point. Pas folichon au niveau du sol non plus, je pense. La lutte, non, tout ça, ça va être un peu à l'avantage de Blades. Pour moi, Blades est favori aussi à 70%. Je pense qu'au niveau des cotes, ça se tient. Blades à 1,38, Kuniev à 3,20 à l'ouverture. Voilà, rien à dire de plus. Je comprends pas ce matchmaking là pour le coup. Bon, alors on se rappelle de Mauricio Ruffi. Dernier combat contre Lontop, il avait gagné, il avait call-out BSD. Bon, c'était sa première victoire par décision en carrière, sinon il avait 10 victoires, c'était 10 KO. Hein. Là, il est sur un win strike de 7. Et bon, bah on le connaît, Ruffi, hein, ça cogne dur, ça cogne très dur. Ça vise très bien, hein, très une précision de fou, super timing, le KO power, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut presque, hein, il n'envoie pas trop de kicks, à part des leg kicks, bien sûr. Mais sinon, niveau de ses frappes, toujours soit isolé, soit par deux, mais jamais plus, hein, ça combine pas beaucoup du côté de Ruffi. C'est vraiment, j'essaie de toucher pour éteindre, et ça marche plutôt bien. Hein, généralement, ces combats, toujours des séquences comme ça qui sont assez impressionnantes. La dernière fois contre Lontop, hein, c'était cette espèce de crochet remontant, je pensais que ça allait partir en body shot, et bam, ça remonte sur le menton, ça met knockdown à Lontop. Pas mal de frappes, hein, toujours comme ça dans ces combats qui sont assez impressionnantes, ça cogne vraiment dur, on l'entend en plus, même dans les grandes salles, ça s'entend. Ça fait peur, gros KO power hein, du côté de Ruffi, c'est ce qui le rend redoutable dans la KT, mais malheureusement, bon, en termes de défense debout, bah, je trouve que ça chute un peu au fur et à mesure du combat, puis il y a des moments, voilà, il n'y a pas vraiment de défense. Du côté de Green, en face, oui, parce qu'en face, c'est Bobby Green. Bobby Green, qui a de l'expérience, hein, on est sur plus de 45 combats, il doit être à 32-16 en carrière. Grosse expérience. Alors, il est gaucher, et au niveau de son expérience, oui, alors contre le top 30, on va dire qu'il a des victoires et des défaites. Par contre, le top 15, ça passe jamais, hein, ça passe jamais le top 15. Certes, il était classé 15ème hein, quand il a affronté Pimblet. Alors je dis ça passe pas le top 15, il a battu quand même Grant Dawson je crois qu'il rentre dans le top 15 là, mais sinon le reste non. Ouais, donc il était 15ème hein, contre Pimblet, c'était encore une fois à Manchester, je sais pas si Pimblet peut se battre ailleurs, souvent c'est là-bas. Et bref, il n'a pas empêché Pimblet de rentrer dans le top 15, du coup il n'a pas fait son rôle de gatekeeper, et Pimblet le voilà qui monte et qui monte. Toujours contre des personnes âgées. Concernant Green, on le connaît, il n'y a pas eu de changement hein, contre Pimblet, on sait qu'il est coquille, qu'il fait la provoque, il n'a pas vraiment de défense debout, il arrive d'attraper les kicks, on sait que voilà, il a un mauvais sol, hein, il a encore montré. Et par contre, on n'a pas eu le temps de voir, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours des questions sur son cardio et son menton. Le pauvre King Green. Donc là, il va prendre Ruffi. Hein. Alors Ruffi, contre Ruffi, ça va être quoi ses possibilités? Bon, déjà de faire comme il le fait de temps en temps, c'est-à-dire de plonger en avant pour combiner. Ruffi, on a vu que c'était quelque chose qui lui déplaisait, parce que une fois sur deux, ça passait. Alors par contre, quand ça passe pas, effectivement, il envoie de très solides contres, mais plus on avance dans le combat, plus ça devient difficile pour lui quand même de gérer ce genre de choses.
Et ensuite, les kicks, parce qu'autant Ruffy n'en envoie pas, mais alors il n'aime pas qu'on lui en envoie. On sait que Green il va envoyer des stop kicks, des push kicks, des side kicks. Et Green attrape les kicks adverses, même si c'est des calf kicks. Mais bon, c'est pas non plus décisif parce que les frappes de Green ne vont pas, les kicks en fait de Green ne vont pas non plus vraiment heurter Ruffy. Donc il y a peu de chances que Green s'en sorte s'il se jette dessus. Déjà, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de défense debout. Donc non, c'est assez difficile pour King Green. On va rajouter à ça des choses qui sont pas en faveur de Green. Hein. L'écart d'âge, 28 ans pour Ruffy qui est en pleine ascension, et Green qui est un peu en train de chuter. Hein. Il a 38 ans, 10 ans de plus. Il a que 71 d'allonge contre un Ruffy qui en a 75. Alors certes, Ruffy, son allonge, il peut envoyer, donc comme je disais, des frappes isolées, donc il y a tout, hein, les bras arrière, des fois des crochets, et aussi ce jab très solide, bien sûr, qui peut faire très mal, mais c'est pas forcément une arme dont il va se servir pour les distances, mais plutôt pour contrer les entrées adverses, en général, Ruffy. Même si son coin lui conseille d'envoyer des frappes directes, des fois de temps en temps. Chez Fighting Nerds, on voit des frappes directes, donc on pense au jab, au bras arrière, plutôt que des crochets. Et ça peut être utile pour maintenir la distance, même si la distance de quoi? Distance de kick. Green il va être meilleur là-dessus. Donc voilà, un Ruffy vainqueur à 75% sur ce match-up. Et on passe à un combat très attendu, puisque c'est le combat en strawweight entre féminin, entre Lemos et Lucindo. Lemos qui est numéro 5 et Lucindo qui est numéro 7, donc Lucindo va jouer là son entrée dans le top 5. Alors bien sûr, c'est un combat très attendu par les puristes. Je pense que le reste du public ne connaît pas trop peut-être ses combattantes. C'est un cas d'école, la catégorie strawweight féminine, puisque on est comme dans d'autres catégories, avec des combattantes dans le top 15 qui vont essayer d'empêcher des autres de rentrer, qui essaient de se batailler pour entrer dans le top 10. Bon voilà, c'est assez difficile. On sait qu'il y a, par exemple, on a vu récemment Angela Hill encore faire du bon travail. Dans le top 10, bien sûr, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus dangereux. On a des solides combattantes qui ont déjà fait bien leurs preuves, qui sont bien ancrées dans le top 10, avec par exemple Tabata Ricci, Mackenzie Dern, je crois qu'il y a encore Marina Rodriguez qui est dedans aussi. Donc c'est assez difficile, et après, bien évidemment, on est dans le top 5. Dans le top 5, là, c'est redoutable, vraiment, c'est difficile. On a vraiment des noms, des combattantes qui ont un niveau vraiment excellent, très très haut niveau, avec Yang Xiaonan, Jandy Roba, Lemos, qui sait que j'oublie d'autres, qui a combattu, Tatiana Suarez, bien évidemment, qui a eu son title shot il n'y a pas longtemps. Des combattantes vraiment très difficiles à battre. Et bien sûr, au-dessus, il y a la championne Weili Zhang, qui, alors là, c'est complètement imprenable, on est vraiment sur un niveau stratosphérique. Donc voilà, c'est un cas d'école, cette catégorie. Il y a, comme beaucoup de catégories, ça se passe comme ça. Pas toutes les catégories, effectivement, mais voilà, donc là, forcément, gros pari pour Lucindo de rentrer dans le top 5 contre Lemos. Et là, c'est là où il y a pas mal de choses assez intrigantes et rigolotes à voir dans ce match-up. Donc déjà, Lemos, elle aussi, a eu son title shot qu'elle a perdu contre Weili Zhang, bien sûr. Il a fallu qu'elle se refasse la main derrière, et elle a fait du bon travail, puisque en l'occurrence, elle a vaincu Mackenzie Dern à la décision. Et ensuite, malheureusement, elle a perdu contre Jandy Roba. Et Jandy Roba, elle n'a toujours pas eu son title shot. Elle serait, je pense, avec cette victoire contre Lemos, normalement classée après Tatiana Suarez, normalement, voilà, numéro 1 contender, pour avoir ce title shot contre Weili Zhang. Bon, le problème, c'est que finalement, a accepté un combat contre Yang Xiaonan, qui risque, voilà, c'est le 3e combat dans la catégorie, là, en ce moment, qui est le plus attendu. On a eu, bien sûr, Tatiana Suarez contre Weili Zhang. On va avoir Lemos contre Lucindo, je vais expliquer pourquoi il est très attendu. Et bien sûr, Jandy Roba contre Yang Xiaonan, pour voir qui aura un title shot, même si Yang Xiaonan a déjà eu le sien et qu'elle a perdu. Lemos, donc, se retrouve là avec cette défaite contre Jandy Roba, 2e round par une soumission, à devoir encore faire, entre guillemets, le gatekeeper de top 5, empêcher cette fois-ci Lucindo de rentrer. Lucindo, de son côté, c'est un très bon parcours. Alors, avant de parler des parcours, avant de parler des combattantes, parlons de, voilà, parce que je vous ai dit que ça serait intéressant et intriguant ce combat. Alors déjà,
Lemos, de son côté, il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, à voir si ça a été mis à jour ou qu'il y a du changement, mais c'est la combattante qui a le plus haut taux de knockdown dans toute l'histoire, la catégorie strawweight. Donc oui, effectivement, c'est un danger, ça cogne dur. En face, Lucindo, elle a aucune défaite par KO TKO dans toute sa carrière. Et alors, elles ont à peu près la même allonge, 65 pour Lemos, 66 pour Lucindo. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est l'écart d'âge. On est quand même sur Lemos qui a 37 ans contre une Lucindo qui a 23 ans. Déjà, on a 15 ans de moins. Et il faut savoir que Lucindo, son dernier combat contre Marina Rodriguez, c'était la même chose. Elle avait 15 ans de moins que son adversaire. Lucindo, au moment où elle affrontait Marina Rodriguez, je ne sais pas s'il y a eu d'autres recrues plus jeunes encore depuis, mais c'était la plus jeune combattante à l'UFC. Et deuxième élément assez intéressant dans ce match-up, donc Lemos a été battu par soumission par Jandy Roba dernièrement. Jandy Roba qui s'entraîne dans la team Academia Fight House. Qui s'entraîne avec elle? Je vous le donne en mille, bien évidemment. Lucindo. Yasmine Lucindo s'entraîne effectivement à l'Academia Fight House avec Jandy Roba. Lemos, là forcément avec tous ces indicateurs, part pas forcément favorite. Alors bien sûr, on va avoir un affrontement entre deux strikers, même si elles ont toutes les deux un style très différent. Et alors bien sûr, les gens vont me dire ouais, mais au sol, en grappling, ça se débrouille. On va en parler, bien sûr. D'un côté, elle va avoir donc l'expérience de vétéran, Lemos, et de l'autre côté, il va y avoir la fougue de la jeunesse du côté de Lucindo. Et Lucindo qui est sur un très bon parcours en ce moment, donc du coup, puisque sa dernière défaite c'était contre Yasmine Jauregui en 2022, premier combat à l'UFC, et après on va enchaîner 4 victoires, arriver donc top 15, arriver dans le top 10 en battant Marina Rodriguez, par split, je vais y revenir, et maintenant on va essayer d'entrer dans le top 5 avec Amanda Lemos. Cette split contre Marina Rodriguez, je la trouve un peu bizarre, parce que sur ce combat, je vais donner tous les rounds en fait à Yasmine Lucindo, j'avais même pas de doute en fait. Donc je sais pas, si vous avez vu le combat, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je lui donne vraiment un 30-27 quoi. À savoir que Lucindo est gauchère, qu'elle switch, et que Lemos, elle est censée être droitière, mais elle switch elle aussi. Les points forts de Lemos, donc au niveau de son striking, elle va pas faire de longues combinaisons. Généralement c'est 1 ou 2 frappes, mais rarement plus. Pas beaucoup de kicks à part des calf kicks. On est vraiment sur quelque chose de travailler, surtout au niveau de son anglaise, et de travailler très intéressant. Non seulement, comme je dis, elle était impactante, mais cette droite, là, son bras droit, qu'elle peut placer après soit un faux jab, soit en contre, soit en shiftant. Elle a également un direct du gauche, qu'elle fait quand elle switch. Elle envoie des calf kicks, j'ai vu vraiment contre Dern, mais sinon le reste du temps, elle n'envoie pas, quoi, donc. Et cette uppercut body shot va essayer de viser par le bas, en fait, quand l'adversaire tente de rentrer, donc souvent contre-entrée, mais surtout, et ça c'est important, quand elle sait qu'elle va être contre un adversaire qui va tendance à shooter. Quand l'adversaire va chercher le double leg, elle va avoir le réflexe d'envoyer cette frappe par-dessous, en fait, pour essayer de la connecter. Et ça peut effectivement toucher, ou en tout cas être une menace pour quiconque voudrait essayer de l'amener au sol. Et si l'adversaire se rate, il y a aussi, là, on va avoir des kicks. C'est-à-dire que là, il y a ce qu'on appelle le kick en whip punish. Elle est très mobile, elle sait faire donc des side steps, mais c'est surtout pour switcher, parce qu'elle n'a pas de problème à switcher. Malheureusement, debout, je la trouve quand même poreuse au niveau de sa défense, quand elle commence à être un peu trop confiante. En face, debout, Lucindo, c'est pas la même chose. Elle, c'est surtout une contreuse. Elle est assez douée pour envoyer les push kicks, les stop kicks et des spin kicks. Elle envoie elle a un style beaucoup plus Muay Thai, avec des genoux, des coudes. Elle a un très bon enchaînement de crochets également. Et elle est vraiment à l'aise. Alors, il y a aussi ce uppercut et ce jab en contre-entrée. Mais elle est vraiment à l'aise dans les échanges. C'est un échange dur, ça lui pose pas de problème. Elle arrive très bien à esquiver, à contrer, à envoyer ses frappes, grâce à des mouvements de tête vraiment très beaux à voir. Par contre, elle va être beaucoup plus, vulnérable à tout ce qui est kick dans les combinaisons, mais là, c'est pas le cas de Lemos, qui fait rarement ça. Les feintes de changement de niveau, ça la perturbe aussi.
Et tout ce qu'on a vu qui lui posait problème, on le voit pas dans le jeu de Lemos, hein, même les middle en rupture, les swings en contre-entrée, et surtout les assauts. Et il y a peu de chances que Lemos se jette sur elle pour envoyer une longue série de combinaisons. Donc ça va pas... Dans le match-up contre Lemos, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments debout qui risquent de la gêner. À part effectivement le knockdown power de Lemos. Faut vraiment pas se faire connecter. Mais même si elle se fait connecter, je pense pas qu'elle perde là-dessus. Hein. Ce qui est assez intéressant à voir, ça va être justement au niveau du grappling. Lemos est capable de faire des takedowns assez propres. Et Lucindo, elle est capable effectivement d'envoyer des takedowns très intéressants, de manière un peu judocate, mais aussi c'est en esquivant des 1-2. Et c'est là où Lemos risque de se faire avoir, en envoyant ces 1-2. Elle se retrouve avec une Lucindo qui plonge à ce moment-là. Elle trouve bien les timings et elle sait très bien le faire. Mais toutes les deux, et c'est ça qui est marrant, elles se font facilement amener au sol en fait. Parce qu'au niveau de la défense de takedown, elles ont toutes les deux le même réflexe. Alors j'ai oublié de parler du Wither de Lemos qui est quand même souvent très intéressant et bien géré. Mais c'est vraiment occasionnel. Hein. Mais voilà, donc je parlais de takedown defense. La guillotine quoi. C'est vraiment, on va m'amener au sol, tout de suite le réflexe c'est la guillotine. Surtout chez Lucindo, c'est un peu la seule chose. Chez Lemos, on le sait, on l'a vu, il n'y a pas que la guillotine. Il y a vraiment, je vais attraper un bras. Si c'est pas la guillotine, ça va être une autre tentative de soumission en défense au moment de l'amener au sol. Quant au sol en lui-même, Lemos a une excellente défense au sol. Elle va renverser, elle va chercher à rejoindre la cage pour se relever, elle va sweep, elle va scramble, elle va chercher toujours à soumettre son adversaire dès qu'elle a l'occasion. Et puis elle-même a une très bonne défense de soumission, même si, voilà, quand on voit le niveau de Jandy Roba, quand on voit le combat, oui, Jandy Roba la soumet, mais ça veut pas dire qu'elle a une mauvaise défense de soumission. Du côté de Lucindo, le sol offensif est hasardeux, voire bof, on va dire. En gros, c'est chercher un monte, envoyer du grand end pound. Enfin, on voit vraiment presque que ça. En défense au sol, elle aussi va chercher la soumission. Donc Lemos, je la vois avoir l'avantage au sol, et Lucindo avoir l'avantage debout dans ce match-up. Concernant les prédictions, comment je vois le combat, comment je vois que ça se déroule, je pense pas qu'il y ait de finish. Je pense que Lucindo est assez solide debout pour ne pas se faire knockdown et KO par Lemos. Et d'un côté, au sol, ça peut quand même être dangereux au niveau des soumissions. Les tentatives de soumission de Lemos, si Lucindo n'est pas prête, mais je pense qu'à ce niveau-là, Jandy Roba va bien la préparer et elle va bien travailler dessus. Ceci dit, Lucindo n'a pas le niveau de Jandy Roba. Lucindo ne va pas soumettre Lemos non plus. Et Lucindo, si elle gagne debout, c'est pas avec des KO ou des knockdowns contre Lemos, c'est sûr que ce sera par rapport au volume qu'elle va envoyer, au nombre de frappes. Techniquement, elle risque de l'emporter à la décision. Je pense qu'on ira sur une victoire à la décision de Lucindo dans ce match-up. Les chances de Lemos, ce serait vraiment d'arriver à l'amener au sol, Lucindo, et d'être dominante au sol. Sur les 3 rounds, ça peut être possible. Savoir si Lemos va fatiguer ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, la prédiction, ça sera quand même Lucindo à 55% à la décision. Et on continue avec un combat dont le matchmaking est très intéressant pour nous, puisqu'il s'agit de Turner contre Bahamondes chez les lightweight. Turner qui après, ça date, hein, c'était à l'UFC 300, sa déconvenue face à Renato Moicano, où il était classé 10e à l'UFC, et Moicano 13e. 13e Moicano qui tentait donc d'intégrer le top 10. Turner du coup qui a perdu ce combat, comme on le sait, qui se retrouve maintenant 13e, et qui doit un peu, entre guillemets, être le gatekeeper du top 15, puisqu'il doit empêcher Bahamondes de rejoindre ce top 15. Gros enjeu pour Bahamondes. C'est un peu particulier, encore une fois, ce matchmaking, puisque Bahamondes et Ribovic avaient combattu, mais si je dis pas de bêtises, tous les deux en même temps à la sphère. Ribovic avait fait une très belle prestation contre Zeluber, je sais pas s'il y a eu un bonus d'ailleurs pour ce combat, et Bahamondes a affronté Manel Torres avec un finish. Donc, savoir lequel des deux allait ensuite pouvoir combattre
un combattant très bien classé, notamment essayer de chercher ce top 15. C'est Bahamondes qui l'a face à Turner. Et Ribovic, lui, va tomber contre un bourbier la semaine précédente contre donc Nasrat Akparast. Et ce qui est intéressant, donc du coup, c'est que c'est Bahamondes qui a eu cette opportunité de rejoindre le top 15 contre un gaucher qui a un excellent direct du bras arrière, et c'est un peu l'une des principales forces de son dernier adversaire, Manel Torres, qui est gaucher et qui a un énorme KO power. Il faut savoir que Turner n'a jamais gagné à la décision, il a gagné par KO ou par soumission, mais ses défaites, c'est par KO, par décision ou par KO, jamais par soumission, et il a affronté deux grands noms, Shane Turner, réputé dangereux, que ce soit Vincente Luque, Matt Frevola, Josh Koulibaho, Uros Medic, un peu de Mularki, du Mateusz Gamrot, du Dan Hooker et du King Green. Donc forcément, des grands noms qui ne sont pas encore au palmarès de Bahamondes, dont les grands noms, on va dire, qu'il a affronté, ça va être quand même un Ludovic Klein, qui est dangereux, qui est un excellent combattant. Alors, ce qu'on va dire sur Shane Turner, effectivement, ces middle kicks qui arrivent à bloquer, des high kicks sont un peu bof, quelques front kicks. Il est létal donc sur ce direct du bras gauche. Alors il va chercher à le placer de différentes façons, c'est ça qui est intéressant. Soit isolé, soit derrière un jab, un bon 1-2 en ligne, soit ça peut être en contre, en remise. Il y a ce bon bel enchaînement qu'il avait fait contre Monaco pour le faire tomber, avec ce check hook suivi tout de suite du direct du bras arrière. Très rapide, très vif sur cette frappe. Généralement, il frappe en direct. Quand il frappe sur les crochets, c'est un peu maladroit. Après, il n'hésite pas à se jeter sur son adversaire s'il sent qu'il a une opportunité. Ce qui est un peu dangereux, donc pour Turner, au niveau de la lutte, c'est particulier. Il a une bonne défense de lutte. C'est pas excellent, mais c'est une bonne défense de lutte. Il a des bons réflexes, des bons sprawls. Il peut tenter le whizzer. Au sol, c'est pareil. Il peut avoir une bonne défense, sans que ce soit exceptionnel, avec un bon scramble. Mais bon, il peut se faire dominer, se faire avoir. Turner, donc du coup, c'est difficile pour lui, parce que défaite contre Gamrot, défaite contre Hooker. Bon, il y a 7 victoires au premier round contre Bobby Green. Et après cette défaite contre Moicano, donc il tombe un peu en disgrâce. À lui de se refaire. Malheureusement, ses frappes sont parfois un peu trop hautes, et sont facilement contrées, esquivées, bien timées. Ça se voit à certains moments, même s'il peut frapper très vite, comme je l'ai dit. Et on l'a senti forcément plusieurs reprises vulnérable sur les frappes au corps, les body shots. Mais alors, on va plus s'attarder sur Bahamondes. Bahamondes, très très bon parcours. Je le considère comme vraiment dangereux pour la catégorie, pour une raison bien spécifique, et je vais y venir. Alors donc là, il joue son entrée dans le top 15. Concernant les gauchers qu'il a affrontés, il a perdu contre Ludovic Klein, qui est solide, qui est gaucher, et il a battu Torres, donc voilà ce que j'ai dit, donc il est bien KOT. C'est au niveau, alors là ça va être intéressant, au niveau de la taille et des allonges, parce que Bahamondes, donc qui est le plus grand actuellement de la catégorie, alors que Shane Turner est très grand lui aussi, il a Bahamondes une allonge donc de 75,5, et Turner la même allonge. C'est souvent l'allonge, c'est une donnée qu'on prend en compte pour les échanges effectivement, mais là pour le coup ça compte vraiment, parce que tous les deux travaillent beaucoup sur la distance au niveau de leur frappe et de leur points. Et on va y revenir, mais Bahamondes c'est très important, notamment à ses débuts. Donc ça va jouer dans ce match-up, mais malheureusement ils ont exactement la même allonge tous les deux, donc ça va être intéressant de voir comment ils vont travailler dessus. Bahamondes, alors c'est particulier parce que il switch, il n'est pas forcément tout le temps en droitier. Il a un très bon cardio, sauf quand il y a des phases de grappling, on l'a vu contre Ludovic Klein, c'était un peu difficile. Ses déplacements dans la cage, il peut être statique, mais en même temps aussi développer des bons déplacements latéraux, même si on le voit un peu moins ces temps-ci. J'ai oublié de préciser, mais Bahamondes, en fait, il est chilien, et il s'entraîne à Chicago, si je dis pas de bêtises. Donc, lui, des bons jabs, un bon check hook. C'est au niveau de ses high kicks et des spin kicks, ça a évolué. Il en plaçait, il en ratait, et puis on l'a vu contre Giagos. Là, ça cognait dur, ça frappait fort.
Ça pouvait même achever Diagos. Il est patient en général, il a un bon timing, il a une garde haute. Et lui, son grappling, il est très inégal. Il y a vraiment, on voit de tout. Soit c'est mauvais, soit c'est excellent. Que ce soit défense de takedown, ou même sur son maintien au sol, ou ce genre de choses. Ça peut aller du tout au tout. C'est pas forcément lié à son adversaire. Donc je ne sais pas trop, par rapport à ça, ce que ça pourrait donner. Sachant qu'on l'a bien vu contre Moicano, que Turner, ça peut être une bonne stratégie contre lui. Alors, Bahamondes, pourquoi il est dangereux? Je vais y venir maintenant. Franchement, il s'améliore beaucoup. C'est un bosseur, j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup. Il gomme petit à petit ses défauts et il va développer encore plus son jeu, même si, en règle générale, on va dire, il y a des choses qui ne font pas vraiment partie de son jeu. Ça va être les crochets. Je vois pas beaucoup de crochets dans son jeu. Les middle kicks, on n'a pas non plus. Bon, de toute façon, ça va pas servir contre Turner parce qu'il bloque quand même les middle kicks en général. Et donc ce qui va être amélioré, donc j'ai dit, de ce travail sur les high kicks et les spin kicks, mais également, à la base, il frappait et il reculait pas forcément après ses frappes. Ça y est, il a travaillé là-dessus depuis son combat contre Ludovic Klein, on voit qu'il peut frapper et reculer, il y a du in and out. Avant, il avait tendance à reculer en ligne et se retrouver acculé et être vraiment très vulnérable quand il est acculé. Et ça, par contre, il est toujours quand même vulnérable quand il est acculé. Mais il ne recule plus en ligne. Et ça, pareil, depuis Diagos, ça se voit. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Il est capable désormais de faire du slip and counter, donc il va vraiment esquiver les frappes, des pas de côté sur les side steps, et être capable à certains moments donc de contrer lourdement. Donc il va développer un très bon jeu de jambes, de très bonnes esquives, et un très bon travail sur ses remises. Et ça va être très intéressant ici dans ce match-up contre Turner. Il travaillait beaucoup sur les leg kicks, que ce soit les calf kicks, les inside leg kicks. On en voit beaucoup moins maintenant. Je ne sais pas s'il va le remettre au goût du jour. Il faut savoir que sur les... Je disais que Turner envoyait des high kicks vraiment bof. Et bien, Bahamondes, on l'a vu, contrer ces high kicks avec un leg kick derrière pour briser la jambe qui restait d'appui. Donc ça peut être intéressant à voir s'il va le ressortir. Ce travail sur les jabs qu'il faisait beaucoup contre Rongzhu, contre Ogden, il s'est un peu calmé dessus, mais je pense que ça peut revenir au goût du jour. Il peut le remettre là dans ce match-up. J'espère que ça va revenir. Ce qu'il a développé aussi, c'est cette uppercut qui est très intelligemment placée quand l'adversaire se jette sur lui, ou en rupture, ou sur plein de situations. D'ailleurs, en clinch, il va envoyer des genoux aussi. Bon, ça c'est un peu commun, on va dire. Et il a beaucoup amélioré également son overhand, qu'il arrive très bien à placer désormais, qui peut frapper très fort. Il envoie de très bons body shots. Alors il en a envoyé par le passé, on l'en voit moins également récemment. Comme les jabs, on en voit moins, mais il a envoyé de très bons body shots. Je pense à Rongzhu et à Ogden. Et ça peut atteindre Turner facilement, ça. Par contre, bon, ses points faibles, donc j'ai dit, c'est quand il est vraiment acculé à la cage. Attention, longue combinaison, donc je sais pas si Turner va s'orienter là-dessus. Toujours quand même, c'est une 2 de gaucher là qui peut l'affaiblir. Bon, après, il est un peu sensible au body shot, mais c'est pas non plus trop, j'ai envie de dire, dans l'arsenal de Turner, dans ce qu'on a vu dernièrement. Ce qui nous donne au niveau des prédictions, quelque chose d'intéressant, c'est que je vois quand même Bahamondes l'emporter. Il a montré qu'il s'améliorait, que Turner n'est pas un profil forcément plus dangereux pour lui que celui qui a été Torres, et que s'il a eu du mal à une époque contre Klein, il a tiré le leçon, et notamment quelque chose qui joue beaucoup en sa faveur. Déjà, je pense que sa lutte offensive peut être, même si elle est inégale, il peut quand même tenter des choses. La brèche qu'a montré Moicano récemment, il peut en abuser. Si Turner va envoyer ses frappes directes en ligne, si elles sont pas assez rapides, si c'est pas assez vif, Bahamondes peut lui faire payer très cher. Attention aussi au kick de Turner, Bahamondes peut lui faire payer très cher ses tentatives. Et Bahamondes, dans son coin, il a Belal Mohamed. Je ne sais pas si ce sera le cas cette fois-ci, mais Belal Mohamed est en général donc dans le coin de Bahamondes pour le coacher. Et ça, c'est très intéressant à voir.
Je pense qu'il est vraiment en pleine ascension, Mondes, et que ce n'est pas un Turner qui va le freiner là-dessus. Ouais, Mondes à 60%. Je le vois vainqueur. Et on se retrouve avec un Hooker qui se fait karma après avoir taquiné Tsaroukian sur le fait que une blessure n'arrête pas un vrai combattant. Hein. Donc là, du coup, ça lui arrive. Et voilà que Gaethje se retrouve avec un remplaçant qui n'est autre que Fiziev, qu'il avait déjà battu par décision majoritaire. Toujours très intéressant de voir un Gaethje contre Fiziev. Malheureusement, selon moi, le contexte était un peu particulier. Alors Fiziev actuellement est classé 11e à l'UFC, par l'UFC, et Gaethje 3e. Ce qui me perturbe un peu dans cette histoire, c'est que comme ça a été dit déjà, hein, Fiziev, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, donc depuis sa blessure, il a perdu par KO dernièrement. Gaethje de même, hein, son dernier combat, il a perdu par KO. Alors qu'avant, il avait mis un KO hein, sur Poirier. Donc oui, Fiziev, il demande depuis quelque temps à revenir combattre. Il saisit cette opportunité. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Bon, bien sûr, pour lui, c'est aller directement chercher le top 3. Même s'il a déjà combattu un Gaethje, même s'il a déjà combattu des combattants de renom. Je sais pas, ce qui m'inquiète là, c'est que, ouais. En fait, le seul scénario qui est vraiment gagnant, c'est Fiziev l'emporte. Alors, oui, il y a des chances, hein, je pense que sur l'analyse technique, j'ai pas le temps de faire l'analyse technique là sur ce combat, malheureusement, parce que ça c'est vraiment un short notice et moi j'ai d'autres trucs à côté. J'ai pas le temps de l'analyser celui-là. Donc, en détail. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe? Donc, mettons, voilà, Gaethje l'emporte. Bon, très bien, mais il avait déjà gagné contre Fiziev. Ok, c'est pas vraiment... Donc Fiziev perdant, Gaethje qui gagne pas grand-chose. Il emporte contre quelqu'un qu'il a déjà battu. En revanche, short notice, il gagne pas grand-chose. Fiziev, il perd. Il perd pour sa reprise. En plus, il fait quoi? 3 défaites consécutives, c'est pas top, quoi. Fiziev l'emporte. Donc Fiziev, il bat Gaethje. C'est très bien pour lui. Et Gaethje qui perd quand même qui perd au change là-dessus. Donc c'est ça, c'est le seul pour moi, c'est perdant pour Gaethje. Enfin, j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, quoi. C'est pas, il a rien à gagner à ce combat. Donc je serais même pas étonné qu'il se retire du combat sous un prétexte, je ne sais pas lequel. Mais bon, voilà. Malgré ses dires, hein, bien sûr, il y a toujours, non mais je veux combattre. Tous les combattants vont dire qu'ils veulent combattre en public. Hein. Maintenant, si le combat finalement a lieu, moi je vois quand même Gaethje devant à 55%. Voilà pour mon pronostic. Ça va être un très bon combat, hein. Ça va être un bon combat à voir, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un très bon co-main event. Mais je vois pas vraiment l'intérêt là dans le contexte actuel de ce combat. Et Gaethje, espérons qu'il trouve un adversaire ensuite dans l'année, quoi. J'ai pas envie qu'il passe encore un an sans combattre, parce que ça pour dire, ouais, j'ai eu un combat, c'était contre Fiziev que j'ai déjà battu, enfin bref. Et s'il perd, peut-être qu'il va nous faire une Poirier et dire prochain combat, ce sera mon dernier. Je sais pas. Non, vraiment, je suis très sceptique sur l'intérêt, en fait, de... comment dire ça? Entre guillemets, managérial de ce combat. L'intérêt sportif, il y est, hein. Fiziev, Gaethje, ça va être un très bon combat. Très intéressant à voir. Il n'y a que Fiziev, en cas de victoire, qui gagnerait, quoi. Et le voilà, le combat attendu entre Pereira et Ankalaev. On est chez Light Heavyweight, ce combat est attendu, bien sûr, parce que Pereira, c'est une star, et Ankalaev, forcément sportivement, il méritait ce title shot. Ça a pris du temps, mais en fait, pas tant de temps que ça, parce qu'il faut aussi mettre dans la balance le fait que Pereira, il défende beaucoup son titre. Donc, entre un combattant champion qui va défendre son titre 1 à 2 fois par an, là, Ankalaev n'a pas tant attendu que ça, sachant qu'il est patient, qu'il n'était pas pressé, Ankalaev non plus de son côté. Donc là, Pereira très bien, depuis cette déconvenue face à Adesanya, il est monté, il a pris Blachowicz, il a pris Prochaska, il a pris Hill, forcément, donc il est champion, il défend sa ceinture souvent,
fait d'excellents combats. Surtout c'est basé sur son KO power, hein, tout le monde le sait. Sa prestance dans la cage, ce côté un peu menaçant, la crainte qu'il inspire chez ses adversaires. C'est devenu petit à petit une star. Donc, gros potentiel hein, du côté de Pereira, il est attendu à tous les niveaux, même sa montée en poids lourd est très attendue, tout ça, donc il y a une ceinture en jeu. Là, qu'est-ce qu'on va avoir pour ma part d'autre côté, c'est Ankalaev, quand je disais qu'il était attendu ce combat, parce que sportivement il le méritait, Ankalaev. Oui, il a un parcours, on va dire, intriguant. Voilà, c'est intriguant du côté d'Ankalaev. De base, on le sait tous, ce qui va poser problème, c'est donc le KO power de Pereira, hein, une frappe et on tombe assez vite, alors que du côté d'Ankalaev, et c'est tout ce qu'on attend de Pereira, c'est de savoir qu'est-ce que vaut sa ceinture noire en JJB, parce que Ankalaev est plutôt du genre lutteur grappleur. Sur son profil, on va dire ça. C'est ouais, des victoires sur les walkers, des victoires sur... Enfin, c'est difficile, hein, contre Blachowicz. Smith, bof. Après, voilà, cette victoire sur Rakic. Tout ça n'est pas autant au niveau de ce que a pu affronter, j'ai envie de dire, sur ces 2 dernières années, Pereira. Mais ça va permettre, effectivement, si ça part en lutte, peut-être de changer la donne concernant Pereira. Mais c'est spécial. C'est spécial sur ce profil parce que Ankalaev, si on regarde comment ça se passe sur ces schémas, alors Ankalaev, 20 victoires pour une seule défaite. Une seule défaite d'ailleurs par soumission, qui remonte à Paul Craig. Hein. Il est victorieux en général, hein. Ça fait quand même 20 victoires. Est-ce que c'est propre ? C'est pas forcément propre, c'est ça le problème. Bon parcours hein, sur les Yann Coutelaba, Krylov, Ozdemir, comme j'ai dit, hein, Smith, Blachowicz, Walker et Rakic. Ce qui va poser problème, c'est que certes, on peut avoir des doutes sur le JB de Pereira, cette ceinture noire, mais son KO power, il est quand même présent et constant. Donc pour éviter ça, pour éviter de se faire cogner dur, bon déjà, il faut être assez vif et réactif, c'était le cas d'Adesanya, et être un sniper derrière. Ce n'est pas le cas de Ankalaev, selon moi. Donc gros danger, gros doute sur Ankalaev. Donc gros lutteur, grappleur, mais pas soumetteur. Il n'est pas là pour soumettre, il est là pour envoyer au sol et faire du ground and pound. Et contrôler, grind. Ce qui est aussi finalement pas si folichon que ça, quoi. C'est ça qui me pose un peu problème sur ce profil. De prime abord, ouais, c'est intéressant d'envoyer du grappling contre un très bon grappleur contre Pereira, pour essayer de lui prendre la ceinture. Mais c'est difficile pour moi d'aller en faveur d'Ankalaev, même si de prime abord, j'aurais aimé défendre le fait que le grappling, la lutte, ça va faire tomber Pereira. Mais j'ai regardé Ankalaev sur mes notes. Oh là là, c'est pas fou, quoi. Alors il peut se mettre en gaucher, il peut switch, et encore quand il fait ça, c'est maladroit. Debout, ça peut être intéressant hein, contre le top 10, voire peut-être le top 5 de la KT. Mais c'est... Il y a des maladresses, hein. Il y a vraiment des choses qui vont pas. Il est imprécis quand ça va à la bagarre. Pereira, c'est pas un brawler, hein, donc je pense pas que ça y aille en brawl. Mais les soucis que je vais avoir, c'est que les calf kicks, c'est un gros problème pour Ankalaev. Et Pereira, niveau calf kick, voilà. Ça envoie, quoi. Ça envoie du lourd. Et ensuite, le problème d'Ankalaev, ça va être les bras arrière. Bon, est-ce que je fais un dessin pour expliquer comment Pereira a un petit potentiel, on va dire, concernant son bras arrière, les overhand, ça va faire peur à Ankalaev, ça va ouvrir une brèche. Il va craindre ce bras arrière, et du coup, on peut travailler sur d'autres choses, que ce soit les variations, les doubles jabs, rajouter un peu de kickboxing. Bon, encore une fois, Pereira, le kickboxing, je crois qu'il connaît. En temps normal, les jabs, ça ne pose pas vraiment de problème à Ankalaev. C'est juste qu'à partir du moment où il va avoir peur de cet overhand, les jabs, il va commencer à moins les gérer.
On a vu, hein, c'était je crois contre Blachowicz, il arrivait très bien à rester, à bloquer les jabs. Mais le deuxième souci que je vais avoir concernant Ankalaev, c'est son cardio. Vraiment, le combat contre Blachowicz, on a vu des problèmes de cardio dès le 3e round. Il n'est pas forcément en plus ultra agressif. Alors par contre, il aura pas peur. Lui, je pense pas qu'Ankalaev se mette à reculer, à avoir peur de quoi que ce soit. Là-dessus, il va pas être impressionné par la présence et la prestance dans la cage de Pereira. Il est préparé de toute façon à se battre contre n'importe quel adversaire, et contre un champion, ça lui pose aucun problème. Pour lui, il n'y a pas vraiment de différence, j'ai l'impression. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé me dire que Ankalaev pourrait détrôner Pereira grâce à un bon grappling, même si on a quand même encore des doutes sur le grappling de Pereira qui peut être complètement foireux, ou en fait finalement s'avérer bien meilleur que ce qu'on croit. Mais je le vois pas résister pendant 5 rounds aux menaces de ce KO power de Pereira, sachant qu'il risque d'avoir un cardio qui chute. Donc, malheureusement, ma prédiction ira pour Pereira à 55-60%. Malheureusement non, parce que j'adore Alex Pereira. J'aime bien en fait, j'aime bien ce qu'il dégage, ça m'amuse. Donc voilà pour ma prédiction pour ma part. Et voilà qui conclut donc cette carte du 313, cette analyse de tous les combats. Alex Pereira, Gaethje, entre parenthèses, je sais pas trop vraiment comment ça va se passer ce combat. Mondes, Lucindo par décision, Refi par KO, Blades par TKO, je pense que oui, ça va être un KO net, je pense que ça sera un TKO, quelque chose comme ça. Van via KO, Van, ouais, je pense, après par KO, pas forcément, mais on va dire ça. Petrosian, voilà, ça peut passer bien. Léal, bon, j'ai plus de doutes, parce que franchement, comme je dis, en tout cas au niveau des cotes, c'est pas bon pour moi. C'est beaucoup plus serré que ce qu'on croit, c'est du 55-45 pour Léal. Donc oui, il y a peut-être de la value sur l'underdog, là, Morono, qui est pas totalement foutu, je pense qu'il a encore ses chances, surtout contre Léal. Ron Santos, ouais, là, il me tarde. Et Jordan Santos, ouais, j'ai plus de doutes là-dessus. Ouais, ensuite... après, résumé des prédictions précédentes, ça nous donne quoi? Seattle, c'était intéressant, parce que Seattle, ça faisait 10 prédictions correctes sur 12. C'est assez fou. Alors qu'au niveau du challenge, par contre, c'est pas bon du tout. Et je me suis dit, mais en fait, je vais compter voir ce que ça donne au cas où, si j'avais mis une pièce sur chacun des combattants sur les prédictions, j'aurais été en fait à plus 4 au final. Donc c'est toujours marrant de voir l'écart entre les prédictions qui ont l'air assez simples en fait, enfin assez simples. De tomber juste, ça va, c'est pas non plus impossible, ça va, ça se passe. 10 sur 12, c'est vraiment très bien. Mais après, au niveau de challenge, de savoir, tiens, si on fait parce que je fais une simulation de pari pour voir ce que ça peut valoir, par rapport à là où je suis confiant, tout ça, je vois que ça marche pas, quoi. C'est là, c'est nul. Non, nul, j'exagère, quoi, mais c'est vrai que finir à moins 1,69 là, alors qu'on avait 10 prédictions sur 12 qui étaient bonnes, parce que, voilà, on a cru en Vérité Nikov, on a cru en Bacharat, on fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... falloir que je sois un peu plus sérieux à l'avenir. Sur le dernier Apex, là, pareil, c'est pire. Là, par contre, c'était 6 sur 10, je crois, au niveau des prédictions. Ouais, ça, 6 sur 10. Pas bon. Et je vais pas faire un récap tout de suite, mais bon, voilà, c'est pas bon. Donc du coup, ça se ressent aussi au niveau du challenge. Moins 1,98. Donc, ouais, c'est assez dur. Et là, par contre, je crois que j'avais fait le calcul, si effectivement j'avais mis une pièce sur chacun, là, des prédictions. Bon, j'étais even, en fait. Donc bon. Moi qui pensais que ce serait plus probant, en fait, de jouer sur les cotes. D'ailleurs, là, pour le challenge, pas grand-chose pour l'instant. J'ai pas trop grand-chose à mettre sur ce 313. À voir s'il y a quelque chose qui va se passer par la suite sur le prochain event. Prochain event, ouais, où il y a des combattants, on va voir, ils vont faire leur entrée. On va voir ça. J'en parlerai donc en temps et en heure. Pour l'instant, je souhaite une bonne semaine. Et bon, de toute façon, voilà, le 313 arrive. Là, on va en entendre parler, je pense, là. Pas mal de podcasts, on va en entendre parler sur les réseaux, c'est très bien. Profitons. Et à bientôt.